Chapitre 13. Traître et trahison. De tous les enfants qu'eurent le roi Subtil et la reine Désir, Royal fut le seul qui ne mourut pas à la naissance. Certains disent que les sages-femmes n'aimaient pas la reine et ne faisaient guère d'efforts pour aider ses bébés à survivre. D'autres que, dans leur souci d'éviter à la reine les douleurs de l'enfantement, elle lui donnait trop d'herbes destinées à atténuer la souffrance. Mais, étant donné que seuls 2 de ses enfants morts-nés demeurèrent en son sein plus de 7 mois, la plupart des sages-femmes affirment qu'il faut incriminer les drogues dont la reine faisait usage, autant que la néfaste habitude qu'elle avait de porter son poignard à la ceinture, la lame tournée vers son ventre. Coutume dont chacun sait qu'elle attire le malheur sur les femmes en âge de procréer. Je ne dormis pas. Quand j'arrivais à chasser mes soucis, pour le rat subtil, Molly prenait leur place. Accompagnée de quelqu'un d'autre, et mon esprit allait de l'un à l'autre, telle une navette qui me tissait un manteau d'angoisse et d'accablement. Je me promis que, dès le roi subtil et Kétriken en sécurité, je trouverais le moyen de reprendre le cœur de Molly à celui qui me l'avait volé. Cela décidé, je me tournai sur le dos et restai quelque temps les yeux grands ouverts dans le noir. La nuit avait fermement établi son règne quand je roulais à bas de mon lit. Je me faufilais sans bruit entre les box et les animaux endormis pour monter chez Buriche. Il écouta ce que j'avais à lui dire sans m'interrompre, puis me demanda doucement: Tu es sûr de n'avoir pas fait un cauchemar? Dans ce cas, j'y ai passé la plus grande partie de mon existence, répondis-je à mi-voix. Je commence aussi à avoir la même impression. Nous parlions à voix basse dans l'obscurité, lui dans son lit, moi assis par terre à son chevet. J'avais refusé qu'il allume un feu, pas même une bougie, car je ne souhaitais pas éveiller la curiosité par un soudain changement de ses habitudes. Pour réaliser tout ce qu'il nous demande en 2 jours, chaque étape doit être exécutée à la perfection, dès la première fois. C'est toi que je viens voir d'abord. Peux-tu y arriver? Il ne répondit pas tout de suite, et, dans le noir, je ne voyais pas son visage. 3 chevaux robustes, un mulet, une litière et des vivres pour 3, le tout sans se faire remarquer. Un silence. De toute manière, je ne vois pas comment flanquer le roi et la reine à cheval et leur faire franchir les portes de Castelcer. Tu te rappelles le taillis d'Aulne où le grand renardier nichait? Conduisis les chevaux. Le roi et Kétriken t'y retrouveront. À contre-cœur, j'ajoutais: Le loup les mènera jusqu'à toi. Est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit au courant de ce que tu fais? Cette idée l'horrifiait manifestement. Je me sers des outils disponibles. De plus, je n'ai pas la même perception du vif que toi. Combien de temps peux-tu faire esprit commun avec une créature qui se gratte, qui se lèche, qui se roule dans la charogne, qui devient folle quand une femelle est en chaleur, qui ne pense pas plus loin que son prochain repas, avant de faire tienne ses valeurs? Que seras-tu alors? Un soldat de la garde, fis-je. Burich ne put s'empêcher d'éclater de rire. Je ne plaisantais pas, dit-il au bout d'un moment. Moi non plus. En ce qui concerne le roi et la reine, nous ne devons nous intéresser qu'aux moyens de réussir. Peu m'importe désormais ce que je devrais y sacrifier. Il demeura quelques instants sans mot dire. Ainsi, je dois me débrouiller pour faire sortir de Castelcer 4 animaux et une litière sans attirer la moindre attention. Je hochai la tête dans le noir. Puis, c'est possible? De mauvais gré, il répondit: Il reste 1 ou 2 lades en qui j'ai confiance, bien que je n'ai guère envie de leur demander ce service. Je ne tiens pas à les voir pendre à cause de moi. Je pourrais leur faire croire qu'ils participent à un convoi d'animaux qui doit remonter le fleuve. Mais mes gars ne sont pas idiots. Un idiot n'a pas sa place dans mes écuries. Une fois connue la nouvelle de la disparition du roi, ils auront vite fait le rapprochement. Choisis-en un qui aime le roi. Burich soupira. Quant aux vivres, ce ne sera pas somptueux. Ration de campagne, probablement. Je dois aussi fournir les vêtements d'hiver? Non, pour toi seulement. Ketriken peut porter ce qu'il lui faut, et Imbre peut pourvoir aux besoins du roi. Imbre. Ce nom m'est presque familier, comme si je l'avais déjà entendu. Il y a longtemps. Il est censé être mort il y a longtemps. Avant cela, on le voyait dans le château. Toutes ces années à vivre comme une ombre. Ulrich était abasourdi.
Et il compte bien continuer. Tu n'as pas à craindre que je le trahisse. Burish paraissait vexé. Je sais. C'est juste que je suis tellement... Je sais. Eh bien, tu as encore à faire. Tu m'en as assez expliqué sur mon rôle. Je serai au lieu-dit, avec les chevaux et les vivres. À quelle heure? Pendant la nuit. Lorsque le banquet battra encore son plein. Je ne sais pas. Je me débrouillais pour t'en informer. Il haussa les épaules. Dès que la nuit sera tombée, je m'y rendrai et j'attendrai. Burish. Merci. Ce sont mon roi et ma reine. Inutile de me remercier de faire mon devoir. Je sortis et descendis l'escalier à pas de loup en rasant les murs. Tous mes sens tendus pour m'assurer que nul ne m'espionnait. Une fois hors des écuries, je me glissai d'entrepôt en étable, de porcherie en enclos, et d'ombre en ombre jusqu'à la vieille borie. Œil de nuit m'y rejoignit, haletant. Qu'y a-t-il? Pourquoi me rappeler de ma chasse? Demain, à la tombée de la nuit, je risque d'avoir besoin de toi. Acceptes-tu de rester ici, dans l'enceinte du château, et d'accourir rapidement si je te le demande? Naturellement. Et pourquoi m'avoir fait venir pour ça? C'est pas la peine d'être aussi près de moi pour me demander un service aussi simple. Je m'accroupis dans la neige. Il s'approcha et posa la gorge sur mon épaule. Je le serrai fort contre moi. Quelle bêtise, me dit-il bourru. Allons, va-t'en. Je serai là si tu as besoin de moi. Merci, mon frère. Je me hâtai avec prudence pour regagner le château et ma chambre. Puis je verrouillai la porte et m'allongeai. La surexcitation tonnait en moi. Je n'arriverais pas à me reposer vraiment tant que tout ne serait pas fini. En milieu de matinée, je fus introduit dans la chambre à coucher de la reine, porteur de quelques manuscrits sur les simples. Kétriken, couchée sur un divan devant son âtre, jouait son rôle d'épouse affligée et de future mère inquiète. Manifestement, cette comédie la minait, et sa chute lui avait causé davantage de douleur qu'elle ne voulait bien le reconnaître. Elle paraissait à peine mieux que la veille au soir, mais je la saluai chaleureusement et entrepris de lui désigner chaque plante des manuscrits avec moult péroraisons sur les bienfaits de chacune. Je réussis aussi ainsi bientôt à faire fuir la plupart des dames de compagnie, et Kétriken envoya les 3 dernières chercher du thé, lui trouver d'autres oreillers et récupérer un autre manuscrit sur les simples censé se trouver dans le bureau de vérité. La petite Romarin s'était depuis longtemps endormie dans un coin, au chaud, près de la cheminée. Dès que le bruissement des jupes se fut éteint, je me mis à parler rapidement, sachant que je n'avais guère de temps. Vous partirez demain soir, après la cérémonie d'intronisation, dis-je, et je poursuivis bien qu'elle eût entr'ouvert la bouche pour poser une question. Habillez-vous chaudement et prenez des affaires d'hiver, mais pas trop. Remontez seul dans votre chambre dès que la bienséance le permettra, en prétextant que la cérémonie et le chagrin vous ont épuisé. Renvoyez vos serviteurs. Dites qu'il vous faut dormir, et qu'ils ne doivent revenir que si vous les appelez. Verrouillez votre porte. Non, ne parlez pas, écoutez. Préparez-vous pour le voyage, mais restez dans votre chambre. On viendra vous chercher. Faites confiance au grêlé. Le roi part avec vous. Faites-moi confiance. Je jetai ces derniers mots pêle-mêle, car des pas approchaient. Tout sera prêt. Faites-moi confiance. Confiance. Moi-même, je n'étais pas si sûr que ce que je lui avais exposé se produirait. Dame Narcisse revenait avec les oreillers demandés, et peu après, le thé fut là aussi. Nous devisâmes aimablement, et l'une des dames les plus jeunes de Kétriken me conta même Fleurette. La reine Kétriken me pria de lui laisser les manuscrits, car son dos la faisait toujours souffrir. Elle avait décidé de se retirer tôt, ce soir, et peut-être leur lecture l'aiderait-elle à passer le temps avant de dormir. Je pris gracieusement congé de ces dames et m'en allai. Imbre m'avait dit s'occuper du fou, et je m'étais efforcé tant bien que mal de préparer l'évasion. Ne me restait plus qu'à trouver un moyen pour que le roi soit seul après la cérémonie. Imbre ne m'avait demandé que quelques minutes. Allais-je devoir sacrifier ma vie pour les lui obtenir? Je chassais cette idée. Quelques minutes, pas davantage. J'ignorais si les 2 portes enfoncées me seraient une aide ou une gêne. J'envisageais toutes les ruses évidentes. Je pouvais feindre l'ivresse et entraîner les gardes dans une bagarre, mais, à moins que je ne dispose d'une hache, il ne leur faudrait pas plus de quelques minutes pour me régler mon compte. Me battre à main nue ne m'avait jamais réussi. Et puis, je devais rester en bon état. Je réfléchis à une douzaine d'idées similaires et les rejetai toutes.
Trop de facteurs entraient en ligne de compte que je ne pouvais maîtriser. Combien y aurait-il de gardes? Les connaîtrais-je? Urfès serait-il là? Royal ne risquait-il pas d'être venu bavarder? Lors de mes précédents passages chez Critiken, j'avais remarqué qu'on avait cloué de vagues rideaux sur le chambranle des portes des appartements royaux. La plupart des débris avaient été nettoyés, mais des morceaux de bois jonchaient encore le sol, et nul ouvrier n'avait été engagé pour effectuer les réparations. Autre signe que Royal n'avait aucunement l'intention de revenir un jour à Castelcerre. J'essayais d'inventer une excuse pour m'introduire dans ces pièces. Le rez-de-chaussée du château bruissait d'animation plus que jamais, car les ducs de Béarn, Ripon et Orfond étaient attendus dans la journée pour assister à l'intronisation de Royal au titre de roi servant. Il était prévu de les loger dans les petits appartements des invités, à l'autre bout de la forteresse. Je me demandais comment ils allaient réagir à la disparition du roi et de la reine. Y verraient-ils une trahison, ou bien Royal trouverait-il le moyen de la leur dissimuler? Quel augure en tirerait-on quant à son futur règne? Pour finir, je chassais ces pensées qui ne m'aidaient guère à imaginer comment écarter les importuns de la chambre du roi. Je quittais la mienne et déambulais dans le château avec l'espoir que ma promenade me conduirait à l'illumination. Malheureusement, elle ne me mena qu'en plein Capharnaüm, car des nobles de tout rang arrivaient pour la cérémonie, et la marée montante des invités de leur suite et de leur domesticité se heurtait à celle descendante des biens et des gens que Royal envoyait vers l'intérieur. Mes pas m'entraînèrent sans que je l'eusse prévu au bureau de vérité. La porte étant entrebâillée, j'entrai. L'âtre était froid. La pièce sentait le renfermer. Il flottait une forte odeur de souris. Je formais le vœu que les manuscrits dans lesquels elle nichait ne fussent pas irremplaçables, bien que j'eusse la quasi-certitude d'avoir transporté chez Imbre ceux auxquels vérité tenait. Je me déplaçai dans la pièce en touchant ces objets familiers, et soudain, sa présence me manqua cruellement, sa fermeté, son calme, sa force. Jamais il n'aurait laissé la situation se détériorer à ce point. Je m'assis dans son fauteuil de travail, devant sa table aux cartes. Des ratures et des gribouillis marquaient la table, là où il avait essayé diverses teintes d'encre. À l'écart, deux plumes mal taillées et un pinceau presque sans poil à force d'usage. Dans une boîte, plusieurs petits pots qui contenaient des couleurs désormais sèches et craquelées. Pour moi, tous ces objets sentaient vérité, comme le cuir et l'huile de harnais sentaient Buriche. Je m'accoudai sur la table et me pris la tête entre les mains. Vérité, nous avons besoin de vous. Je ne puis venir. Je me dressai d'un bond, me pris les pieds dans ceux du fauteuil et m'affalai sur le tapis. Frénétiquement, je me remis debout, et encore plus frénétiquement, je cherchais à renouer le contact. Vérité! Je t'entends. Qu'y a-t-il, mon garçon? Un silence. Tu m'as artisé tout seul, n'est-ce pas? Bravo! Il faut que vous reveniez tout de suite. Pourquoi? Pêle-mêle, les images se déversèrent dans le lien, bien plus rapides que les mots et avec un luxe de détails qu'il aurait peut-être préféré ignorer. Peu à peu, je le sentis qui s'attristait et devenait aussi plus circonspect. Rentrez. Si vous étiez ici, vous pourriez tout remettre en état. Royal ne pourrait se prétendre roi servant, il ne pourrait pas piller Castelcerre comme il le fait, ni enlever le roi. Je ne peux pas. Calme-toi. Réfléchis posément. Je ne pourrais pas être revenu à temps pour empêcher ce qui se passe. Ce que tu m'apprends me chagrine, mais je suis trop près du but pour renoncer. Et si je dois devenir père, une chaleur nouvelle envahit sa pensée à cette idée. Il est encore plus important que je réussisse. Je dois préserver les Six-Duchés et libérer la côte des loups des mers afin que l'enfant en hérite. Que dois-je faire? Ce que tu as prévu. Mon père, mon épouse et mon enfant. C'est un lourd fardeau dont je te charge. Il parut soudain inquiet. Je ferai ce que je puis, lui dis-je, craignant de promettre davantage. J'ai foi en toi. Il se tut un instant. As-tu senti? Quoi donc? Quelqu'un essaie de s'introduire, d'écouter notre conversation. Un des espions de la couvée de vipères de Galène. Je ne pensais pas que ce soit possible. Galène a trouvé un moyen, il y a formé sa venimeuse engeance. Ne m'artise plus, désormais.
J'eus une impression similaire à celle que j'avais ressentie quand il avait rompu notre lien d'art pour épargner les forces de Subtil, mais en beaucoup plus violent, comme un jaillissement de son art pour écarter quelqu'un de nous. Il me sembla percevoir l'effort qui lui en coûta. Notre contact disparut. Vérité était partie aussi brusquement que je l'avais trouvée. Tout doucement, je cherchais le lien, ne trouvais rien. Ce qu'il avait dit sur un espion qui nous écoutait m'avait laissé ébranlé, mais, en moi, la peur le disputait à la fierté. J'avais artisé. On nous avait espionnés, mais j'avais artisé, seul et sans aide. Cependant, qu'avait-on surpris dans notre conversation? Je repoussai le fauteuil de la table et demeurai assis, l'esprit en proie à la tempête. Artiser n'avait présenté aucune difficulté. J'ignorais comment je m'y étais pris exactement. Mais ça avait été facile. Je me sentais comme un enfant qui vient de terminer un casse-tête, mais ne se rappelait plus la séquence précise des gestes qui l'ont conduit à la solution. Sachant que je pouvais le faire, j'eus envie de recommencer sur le champ. Mais je me bridais fermement. J'avais d'autres tâches à exécuter, beaucoup plus importantes. Je me levai, sortis rapidement du bureau et faillis trébucher sur Justin. Il était assis en travers du couloir, les jambes étendues, adossé au mur. Il avait l'air ivre, mais en réalité, il était à demi assommé par la poussée que lui avait assénée Vérité. Je le contemplais de tout mon haut. J'aurais dû le tuer. Je le savais. Le poison que j'avais composé à l'intention de Murfess, bien longtemps auparavant, se trouvait toujours dans une poche à l'intérieur de ma manche, et je pouvais le lui faire avaler de force. Mais le produit n'était pas conçu pour agir rapidement. Comme s'il avait deviné mes pensées, Justin s'écarta de moi à quatre pattes, le long du mur. Je restai encore un moment à le regarder en m'efforçant de réfléchir calmement. J'avais promis à Imbre de ne plus agir sans le consulter, et Vérité ne m'avait pas ordonné de chercher ni de tuer l'espion. Il l'aurait pu d'une seule pensée. Cette décision ne m'appartenait pas, et je me forçais à m'éloigner de lui sans le toucher. Un véritable exploit. Je n'avais pas fait 6 pas que je l'entendis bredouiller. Je sais ce que tu faisais. Je pivotais face à lui. De quoi parles-tu? Demandai-je d'un ton grondant, tandis que mon cœur se mettait à marteler dans ma poitrine. J'espérais qu'il allait m'obliger à le tuer. Je fus effrayé de m'apercevoir à quel point j'en avais envie. Il blêmit, mais ne battit pas en retraite. On aurait dit un gosse vantard. Tu marches, comme si tu te prenais pour le roi lui-même. Tu me regardes de haut et tu te moques de moi derrière mon dos. Ne crois pas que je ne le sache pas. Il se redressa en s'agrippant au mur et vacilla sur ses pieds. Mais tu n'es pas si noble. Tu as artisé une fois et tu te prends pour un maître. Mais ton art pue la magie de chien. Ne t'imagine pas pouvoir prendre toujours tes grands airs. Tu mordras la poussière. Et bientôt. En moi, un loup hurla aussitôt vengeance. Mais je me dominais. Tu aurais l'audace de m'espionner quand j'artise le prince Vérité, Justin? Je ne pensais pas que tu aurais ce courage. Tu le sais bien, bâtard. Je n'ai pas peur de toi au point de devoir me cacher. J'ai beaucoup d'audace, bâtard. Beaucoup plus que tu ne le crois. D'une minute à l'autre, il prenait davantage confiance en lui. Sauf si je crois être en présence d'une traîtrise et d'une trahison, répondis-je. Le roi servant Vérité n'a-t-il pas été déclaré mort, ô membre de clan qui a juré fidélité? Et pourtant, tu espionnes ma conversation avec lui sans manifester la moindre surprise. L'espace d'un instant, Justin resta pétrifié. Puis il se fit téméraire. Dis ce que tu veux, bâtard. Personne ne te croira si nous nions tes assertions. Et au moins le bon sens de te taire, déclara Sereine. Elle avançait sur moi comme un navire toute voile dehors. Je ne bougeais pas d'un pouce, et elle dut me frôler pour saisir Justin par le bras, comme elle l'eût fait d'un panier oublié dans un coin. Se taire, c'est une autre façon de mentir, Sereine. Elle était en train d'entraîner Justin. Tu sais que le roi Vérité est toujours vivant, criai-je après eux. T'imagines-tu qu'il ne reviendra jamais, que vous ne devrez jamais répondre du mensonge de votre vie? Ils tournèrent un coin et disparurent, me laissant à ruminer ma fureur et à me maudire d'avoir clamé à la cantonade ce qui devait être encore demeuré secret. Mais l'incident m'avait mis d'humeur agressive. Je continuais à rôder dans le château, c'était le branle-bas aux cuisines, et Mijotte n'avait pas le temps à me consacrer, sauf pour me demander si j'avais appris qu'on avait trouvé un serpent sur la pierre de la grande cheminée.
Je répondis qu'il avait dû se glisser dans la réserve de bois pour y passer l'hiver, et qu'on en avait tiré en même temps qu'une bûche. La chaleur l'avait sans doute réveillée. Elle secoua la tête en disant qu'elle n'avait jamais rien entendu de tel, mais que cela augurait du malheur. Elle me raconta de nouveau l'histoire du grêlé près du puits, mais y ajoutant qu'il avait bu au seau et que l'eau qui avait coulé sur son menton était rouge comme le sang. D'ailleurs, elle faisait désormais tirer l'eau pour la cuisine du puits situé dans la cour des lavandières. Elle ne tenait pas à ce que les invités s'écroulent raide mort à sa table. Après cette note optimiste, je quittai les cuisines, non sans avoir chapardé quelques gâteaux sucrés sur un plateau. Je n'avais pas fait quelques pas qu'un page apparut devant moi. Fils de chevalerie? Fils de chevalerie? Me demanda-t-il d'un ton circonspect. Ses larges pommettes le désignaient comme probablement d'origine béarnoise, et je découvris en effet la fleur jaune, emblème de Béarn, cousue sur son pourpoint rapiécé. Pour un garçon de sa taille, il était d'une maigreur effrayante. Je hochai gravement la tête. Mon maître, le duc Brondy de Béarn, souhaite vous voir le plus tôt qu'il vous sera possible. Il articulait avec grand soin. Ne devait pas être page depuis longtemps. Eh bien, maintenant alors? Désirez-vous que je vous conduise à lui? Je trouverai mon chemin. Tiens, je ne peux pas emporter ça chez le duc. Je lui donnai les gâteaux, et il les prit d'un air hésitant. Dois-je vous les garder de côté, messire? Demanda-t-il avec le plus grand sérieux, et je fus attristé de voir un enfant accorder tant de valeur à de la nourriture. Tu peux les manger à ma place, si tu en as envie, et s'ils t'ont plu, tu pourras descendre aux cuisines dire à Sarah, notre cuisinière, ce que tu penses de son ouvrage. Si débordée soit-elle, je savais que Mijotte ne pourrait faire autrement que donner au moins un bol de ragoût à un enfant émacié qui lui ferait un compliment. Bien, messire. Son visage s'illumina, il s'éloigna en courant, la moitié d'un gâteau déjà dans la bouche. Les petits appartements étaient à l'opposé de la grande salle, par rapport à ceux du roi. On les disait petits, je suppose, surtout parce que leurs fenêtres donnaient sur les montagnes et non sur la mer, ce qui assombrissait les pièces. Mais les chambres n'étaient ni plus petites ni moins belles que celles des autres logements. Oui, mais la dernière fois que je n'avais visité un, il était décemment meublé. Là, les gardes béarnois m'introduisirent dans un salon dont le mobilier se réduisait en tout et pour tout à 3 fauteuils avec une table nue et bancale au milieu. Impassible, Félicité m'accueillit, puis alla avertir le duc Brondy de ma présence. Disparus les tentures et les tapisseries qui avaient naguère réchauffé les murs et rehaussé de leur couleur la salle de pierre. À présent, aussi gai qu'un cul de basse-fosse, et seulement illuminé par une vive flambée dans l'âtre, je restai planté au milieu de la pièce, en attendant que le duc sorte de sa chambre et me souhaite la bienvenue. Après quoi, il m'invita à m'asseoir et, gênés l'un et l'autre, nous approchâmes nos sièges de la cheminée. Il aurait dû y avoir des petits pains et des pâtisseries sur la table, des bouilloires, des chopes, des herbes pour le thé, des bouteilles de vin pour faire le bon accueil aux hôtes de Castelcerre. Mais il n'y avait rien, et j'en étais navré. Félicité se déplaçait sans bruit derrière nous, comme un faucon en chasse. Je me demandais où était célérité. Nous échangeâmes quelques propos polis et sans importance. Puis Brondy plongea dans le vif du sujet, tel un cheval de trait dans une congère. On m'a dit que le roi subtil était malade, trop malade pour recevoir ses ducs, et Royal, naturellement, est beaucoup trop occupé avec les préparatifs de la cérémonie. Le sarcasme était lourd, comme une crème épaisse. Aussi, souhaitais-je rendre visite à Sa Majesté, la reine Kétricaine, car, ainsi que vous le savez, elle s'est montrée des plus courtoises avec moi par le passé. Mais, à sa porte, ces dames m'ont annoncé qu'elle ne se sentait pas bien et ne recevait pas. J'ai entendu une rumeur selon laquelle elle était enceinte, mais qu'elle aurait perdu l'enfant par trop de chagrin et à cause de sa précipitation irréfléchie à se porter au secours de Ripon. Est-ce exact? Le temps d'une inspiration, j'examinais la meilleure façon de tourner ma réponse. Notre roi, comme vous l'avez dit, est très mal, et je ne pense pas que vous le verrez sauf à la cérémonie. Notre reine est elle aussi indisposée, mais si elle avait su que vous vous trouviez en personne à sa porte, elle vous aurait sûrement fait entrer. Elle n'a pas perdu son enfant, et elle a volé à la défense de Finbay pour la même raison qu'elle vous a donné ses opales. Parce que, si elle n'agissait pas elle-même, elle craignait que nul n'agît. De plus, ce n'est pas ce qu'elle a fait à Finbay qui a mis en danger son enfant.
mais une chute dans l'escalier d'une tour, ici, à Castelcerre. Enfin, l'enfant n'a été que menacé, non perdu, bien que notre reine souffre de douloureuses contusions. Je vois. Il se rencogna dans son fauteuil et prit l'air méditatif. Le silence prit racine entre nous, et grandit tandis que j'attendais qu'il achève ses réflexions. Enfin, il se pencha vers moi en me faisant signe de l'imiter. Lorsque nos têtes furent à se toucher, il me demanda à mi-voix: Fitz chevalerie, avez-vous de l'ambition? Nous y étions. Le roi subtil avait prévu cet instant des années plus tôt et Imbre plus récemment. Comme je ne répondais pas tout de suite, Brondy continua, et j'eus l'impression que chacun de ses mots était une pierre qu'il taillait soigneusement avant de me l'attendre. L'héritier du trône des lois voyants est encore à naître. Une fois que Royal se sera déclaré roi servant, croyez-vous qu'il attendra longtemps avant de s'emparer du trône? Nous pas. Car, si ce sont mes lèvres qui prononcent ces paroles, je parle aussi au nom des duchés de Ripon et de Orphon. Subtil est vieux et faible. Il n'est plus roi que par le titre. Nous avons déjà eu un aperçu du genre de souverain que ferait Royal. Que devrions-nous subir encore sous son règne, en attendant que l'enfant de vérité soit en âge d'être couronné? Mais je n'espère pas de toute façon que l'enfant naisse un jour, et encore moins qu'il monte sur le trône. Il se tut, s'éclaircit la gorge, puis posa sur moi un regard ardent. Félicité se tenait près de la porte, comme pour protéger notre discussion contre les intrus. Je gardai le silence. Nous vous connaissons, et vous êtes le fils d'un homme que nous connaissions. Vous portez ses traits et presque son nom. Vous avez autant le droit de vous dire de sang royal que bien d'autres qui ont porté la couronne. Il se tut à nouveau. Je gardai encore le silence. Ce qu'il m'offrait ne constituait pas pour moi une tentation, mais j'étais prêt à l'écouter jusqu'au bout. Il n'avait encore rien dit pour m'inciter à trahir mon roi. Il chercha ses mots, puis croisa mon regard. Les temps sont difficiles. En effet, murmurai-je. Ses yeux redescendirent vers ses mains. C'étaient des mains usées, des mains qui portaient les petites cicatrices et les cales de l'homme qui s'en sert. Sa chemise était lavée et reprisée de frais, mais ce n'était pas un vêtement neuf, fabriqué spécialement pour l'occasion. Les temps étaient peut-être durs à Castelcerre, mais il l'était bien plus à Béarn. Il chuchota. Si vous jugiez opportun de vous opposer à Royal, de vous déclarer roi servant à sa place, Béarn, Ripon et Orphon seraient prêts à vous soutenir. La reine Kétriken en ferait autant, j'en suis convaincu. Et Toussaint aussi. Il me regarda de nouveau. Nous en avons longuement débattu, et nous pensons que l'enfant de vérité aurait de meilleures chances d'accéder au trône sous votre régence que sous celle de Royal. Ainsi, Subtil ne comptait déjà plus pour rien. Pourquoi ne pas plutôt apporter votre appui à Kétriken? Demandai-je prudent. Il se mit à contempler les flammes. C'est dur à dire après le dévouement dont elle a fait preuve. Mais elle est d'origine étrangère, et, par certains côtés, nous ignorons sa valeur. Nous ne doutons pas d'elle, non, et nous ne voulons pas l'écarter. Reine elle est, reine elle demeurerait, et son enfant régnerait après elle. Mais, en la circonstance, nous avons besoin d'une reine et d'un roi servant, ensemble. Une question soufflée par un démon me brûlait les lèvres. Et si une fois l'enfant en âge d'être couronné, je refusais de rendre le pouvoir. Ils avaient déjà dû se la poser, ils avaient déjà dû convenir d'une réponse à y apporter. Immobile, je conservais le silence. Il me semblait presque apercevoir les remous des possibilités qui tourbillonnaient autour de moi. Était-ce cela dont le fou me rabattait les oreilles? Sentais-je la présence d'un de ces carrefours embrumés dont j'occupais toujours le centre? Catalyseur, murmurai-je avec dérision. Pardon? Brondy se pencha vers moi. Chevalerie, dis-je. Comme vous l'avez signalé, je porte presque son nom. Duc Béarn. Vous êtes un homme aux abois et je sais les risques que vous avez pris en me parlant. Je me montrerai aussi direct avec vous. J'ai effectivement de l'ambition, mais je n'aspire pas à la couronne de mon roi. Je pris une inspiration et plongeai mon regard dans les flammes.
Pour la première fois, j'envisageais sérieusement les conséquences de la brutale disparition de Subtil et de Ketriken sur Béarn, Ripon et Orphon. Les duchés côtiers se retrouveraient comme un navire sans gouvernail, les ponts balayés par les vagues. Brondy avait déclaré, peu s'en fallait, qu'il refuserait de s'assujettir à Royal. Mais je n'avais rien à lui proposer en échange. Lui souffler que Vérité était vivant les obligerait, lui et les deux autres ducs, à se dresser le lendemain pour nier à Royal le droit de se déclarer roi servant. Les avertir de l'absence prochaine de Subtil et de Ketriken ne leur donnerait aucune assurance et conduirait seulement à ce que trop de gens ne manifestent aucune surprise lorsqu'elle adviendrait. Une fois le roi et la reine en sécurité au royaume des montagnes, peut-être pourront-on leur révéler, mais ce ne serait pas avant plusieurs semaines. Je cherchais quelle réponse lui fournir pour le moment, quelles assurances, quels espoirs. Pour ce que cela vaut, en tant qu'homme, je suis avec vous. Je choisis mes termes avec soin en me demandant si j'étais en train de trahir. J'ai juré allégeance au roi subtil. Je suis fidèle à la reine Kétriken et à l'héritier qu'elle porte. Je prévois des jours sombres, et les duchés côtiers doivent s'unir contre les pirates rouges. Nous n'avons pas le temps de nous préoccuper des actions de Royal dans l'intérieur. Qu'ils s'en aillent à guet de négoce. Notre vie est ici, et c'est ici que nous devons résister. À mes propres paroles, je sentis un profond changement en moi. L'impression de me débarrasser d'un manteau ou la sensation de l'insecte qui sort de son cocon. Royal me laissait à Castelcerre, m'abandonnait. Croyait-il aux privations et aux dangers avec tous ceux qui m'étaient chers. Eh bien, qu'il m'abandonne. Le roi et la reine Kétriken à l'abri dans les montagnes, je ne le craindrais plus. Molly était parti, je l'avais perdu. Qu'avait donc dit Buriche longtemps auparavant? Que je ne la voyais pas, mais qu'elle me voyait peut-être? Qu'elle voit donc que j'étais capable d'agir, qu'un seul homme dressé pouvait changer les choses. Patience et Brodette seraient plus en sécurité sous ma garde que dans l'intérieur, otage de Royal. Mes pensées circulaient à la vitesse de l'éclair. Pouvais-je m'approprier Castelcerre et garder le château pour Vérité en attendant son retour? Qui se rallierait à moi? Buriche ne serait plus là. Inutile de compter sur son influence. Mais ces pochards de soldats de l'intérieur ne seraient plus là non plus. Ne resteraient que des guerriers de serre qui auraient un intérêt matériel à empêcher la forteresse glacée de tomber. Certains m'avaient vu grandir, d'autres m'avaient appris à manier l'épée en même temps que moi. Je connaissais les gardes de Kétriken, et les vieux soldats qui arboraient encore les couleurs du roi subtil me connaissaient. J'avais ma place parmi eux avant même d'avoir ma place auprès du roi. S'en souviendrait-il? Malgré la chaleur du feu, un frisson glacé me parcourut, et, si j'avais été un loup, les poils se seraient dressés sur mon échine. L'étincelle qui s'était allumée en moi brilla plus fort. Je ne suis pas roi, je ne suis pas prince, je ne suis qu'un bâtard, mais un bâtard qui aime Serre. Je ne veux pas d'effusion de sang entre Royal et moi, pas de confrontation. Nous n'avons pas de temps à perdre, et je n'ai nulle envie de tuer des gens des duchés. Que Royal court se terrer dans l'intérieur. Quand lui et les chiens qui lui reniflent les talons seront partis, je serai à votre service, ainsi que tous les habitants de Serre, que je pourrai rallier à moi. J'avais fait ma déclaration. J'étais engagé. Trahison! Traître! Soufflait une petite voix au fond de moi, mais mon cœur savait la justesse de ma décision. Imbre ne partagerait peut-être pas mon point de vue, mais sur l'instant, il me semblait que le seul moyen de m'affirmer du côté de Subtil, de Vérité et de l'enfant de Kétriken était de me déclarer dans le camp de ceux qui ne voulaient pas suivre Royal. Cependant, je tenais à m'assurer que Brondy comprenait clairement où allait ma fidélité, et je plongeais le regard dans celui circonspect du duc. Voici mon but, duc Brondy de Béarn. Je vous l'expose franchement, et je n'en viserai pas d'autre. Je veux voir le royaume des six duchés unifié, ses côtes débarrassées des pirates rouges, placer la couronne sur la tête de l'enfant de Kétriken et de Vérité. Je dois vous entendre dire que vous partagez ce but. Je le jure, fils de chevalerie. Et à ma grande horreur, le vieux guerrier coutureux de cicatrices prit mes mains dans les siennes et les plaça sur son front, selon l'antique geste de celui qui prête serment de féauté.
J'eus peine à m'empêcher de les lui arracher. Fidélité à vérité, me dis-je. C'est dans cet esprit que j'ai entrepris l'affaire. C'est ainsi que je dois la poursuivre. Je parlerai aux autres, poursuivit Brondy à mi-voix. Je leur annoncerai votre désir. En vérité, nous ne souhaitons pas que le sang coule, pas plus que vous. Que le chiot se sauve dans l'intérieur, la queue entre les jambes. Les loups resteront ici et tiendront ferme. Le choix des termes me fit courir un picotement dans les cheveux. Nous assisterons à sa cérémonie. Nous nous présenterons même devant lui pour renouveler notre serment d'être fidèles à un roi de la lignée des Loin-Voyants. Mais il n'est pas ce roi. Il ne le sera jamais. J'ai appris qu'il partait dès le lendemain. Nous le laissons partir, bien que, par tradition, un nouveau roi servant soit tenu de réunir ses ducs et d'écouter leurs conseils. Peut-être demeurerons-nous 1 ou 2 jours de plus après le départ de Royal. Castelcerre au moins sera à vous avant que nous nous quittions. Nous y veillerons. Et nous aurons beaucoup de sujets à débattre. Le placement des navires, par exemple. Il en a d'autres, à demi finis, dans les hangars, n'est-ce pas? À mon bref hochement de tête, un sourire de féroce satisfaction illumina les traits de Brondy. Nous nous occuperons de les lancer, vous et moi. Royal a mis à sac les réserves de Castelcerre. C'est de notoriété publique. Et nous devrons faire en sorte de remplir vos entrepôts. Les fermiers et les bergers de serre devront comprendre qu'ils doivent trouver davantage, donner davantage sur leurs propres réserves s'ils veulent que leurs soldats gardent leurs côtes libres. Ce sera un rude hiver pour tout le monde. Mais les loups les plus maigres sont les plus acharnés, dit-on. Et nous sommes maigres, mon frère. Oh, que nous sommes maigres. Un pressentiment effrayant naquit en moi. Qu'avais-je fait? Il faudrait que je trouve le moyen de parler à Ketriken avant son départ pour lui assurer que je ne me retournais pas contre elle. Et aussi artiser vérité le plus tôt possible. Comprendrait-il? Il le fallait. Il avait toujours su lire au plus profond dans mon cœur. Assurément, il verrait quelles étaient mes intentions. Et le roi subtil? Un jour, il y avait bien longtemps, quand il avait acheté ma loyauté, il m'avait dit: si un homme ou une femme cherche à te dresser contre moi, en te proposant plus que moi, viens me voir. Annonce-moi le montant de l'offre, et j'enchéris sur elle. Seriez-vous prêt à me donner Castelcerre, vieux roi? Me demandai-je. Je me rendis compte que Brondy s'était tu. N'ayez nulle crainte, fils chevalerie, murmura-t-il. Ne doutez pas de la justesse de ce que nous entreprenons, ou notre destin est scellé. Si vous n'aviez pas tendu la main pour vous emparer de Castelcerre, un autre l'aurait fait. Nous ne pouvions abandonner Serre sans abandonner la barre. Réjouissez-vous, comme nous, d'en être les timoniers. Royal s'est engagé sur un chemin où nous ne pouvons le suivre. Il s'est enfui vers l'intérieur pour se cacher sous le lit de sa mère. Nous devons nous débrouiller seuls. D'ailleurs, tous les signes et tous les présages l'indiquent. Il paraît qu'on aurait vu le grêlé boire du sang tiré d'un puits de Castelcerre, et qu'un serpent enroulé dans le maître âtre de la grande salle aurait essayé de mordre un enfant. Quant à moi, alors que je faisais route au sud pour venir ici, j'ai vu un jeune aigle que des corbeaux tourmentaient. Or, à l'instant où je le voyais, déjà plongé dans la mer pour leur échapper, il s'est retourné et, en plein vol, a saisi un corbeau qui s'apprêtait à fondre sur lui. Il l'a déchiré de ses serres, puis l'a laissé tomber, tout sanglant, dans la mer. Et les autres corbeaux se sont enfuis à tire-d'aile, en croissant à qui mieux. Ce sont des signes, fils de chevalerie. Nous serions fous de n'y pas attacher d'importance. Malgré le scepticisme que m'inspirait ce genre de présage, un frisson me prit qui fit se dresser les poils de mes bras. Les yeux de Brondy me quittèrent pour se diriger vers la porte intérieure de la pièce, et je suivis son regard. Célérité était là. Ses cheveux sombres et courts encadraient son fier visage, et ses yeux bleus brillaient d'un éclat farouche. Ma fille, tu as bien choisi, déclara le vieil homme. Je me suis naguère demandé ce que te trouvait un simple scribe, mais peut-être le vois-je mieux aujourd'hui. D'un geste, il l'invita à s'approcher. Elle s'avança dans un bruissement de jupe, s'arrêta auprès de son père et me regarda d'un air hardi. Pour la première fois, j'entreaperçus la volonté de faire que dissimulaient ses apparences d'enfant timide. C'était déroutant. Je vous ai prié de prendre patience, et vous vous êtes incliné, me dit le duc Brondy.
Vous vous êtes montré homme d'honneur. Je vous ai donné ma fidélité aujourd'hui. Accepterez également la promesse de ma fille de devenir votre épouse? Au bord de quel précipice je faillissais. Je croisai le regard de Célérité et je n'y lus pas le moindre doute. Si je n'avais pas connu Molly, je l'aurais trouvée belle, mais quand je la contemplais, je ne voyais que ce qu'elle n'était pas. Je n'avais nul désir d'offrir les décombres de mon cœur à aucune femme, et surtout pas en un tel moment. Je m'adressai à son père, résolu à parler fermement. Vous me faites plus d'honneur que je n'en mérite, messire. Mais, duc Brondy, vous l'avez dit vous-même, nous vivons une époque difficile et incertaine. Avec vous, votre fille est en sécurité. À mes côtés, elle ne pourra connaître que des périls plus grands encore. Les propos que nous avons tenus aujourd'hui, d'aucuns pourraient les considérer comme trahison. Je ne veux pas que l'on dise que j'ai pris votre fille pour vous lier à moi dans une entreprise discutable, ni que vous avez donné votre fille pour un tel motif. Je me contraignis à me tourner vers Célérité, à croiser son regard. La fille de Brondy court moins de danger que l'épouse de Fitz Chevalerie. Tant que ma position n'est pas plus assurée, je ne demande à personne de s'engager envers moi. J'ai la plus grande considération pour vous, dame Célérité. Je ne suis pas duc, je ne suis pas même noble. Je suis ce que dit mon nom, le fils illégitime d'un prince. Tant que je ne pourrai me prétendre davantage, je ne chercherai pas d'épouse et ne courtiserai aucune femme. Célérité était manifestement mécontente, mais son père hocha lentement la tête. Je vois la justesse de vos propos. Ma fille, je le crains, ne voit que l'attente. Il observa la moue de Célérité avec un sourire affectueux. Un jour, elle comprendra que ceux qui veulent la protéger sont ceux qui l'aiment. Il me jaugea du regard comme il l'eût fait d'un cheval. Je pense, murmura-t-il, que Serre tiendra et que l'enfant de vérité héritera du trône. Ces mots résonnaient encore dans ma tête quand je pris congé de lui. Je ne cessais de me répéter que je n'avais rien fait de mal. Si je ne m'étais pas adressé pour m'emparer de Castelserre, un autre l'aurait fait. Et qui donc me demanda Imbre d'un ton furieux quelques heures plus tard. J'étais assis, le nez baissé. Je ne sais pas, mais ils auraient trouvé quelqu'un, et ce quelqu'un aurait bien davantage risqué de mettre le royaume à feu et à sang, d'agir pendant la cérémonie d'intronisation et de réduire à néant nos efforts pour tirer Kétriken et Subtil de cette bagaille. Si les ducs côtiers sont aussi près de la rébellion que ton rapport l'indique, nous ferions peut-être bien de reconsidérer ce plan. J'éternuai. J'avais employé trop d'écorce amère et la pièce en était encore parfumée. Brondy ne m'a pas approché pour parler de rébellion, mais de fidélité au vrai roi. Et c'est dans le même esprit que je lui ai répondu. Je n'ai aucune envie de renverser le trône, Imbre, seulement de le garder pour l'héritier légitime. Je le sais bien. Autrement, j'irais de ce pas trouver le roi Subtil pour dénoncer cette folie. J'ignore comment nommer ce que tu as fait. Ce n'est pas de la trahison. Et pourtant, je ne suis pas parjure à mon roi, fis-je dans un murmure véhément. Ah non? Alors, permets-moi de te poser une question. Si, malgré nos efforts pour sauver Subtil et Kétriken, ou à cause d'eux, ils périssent tous deux, et l'enfant avec eux, et que vérité ne revienne jamais, que se passera-t-il? Seras-tu si désireux de céder le trône au roi légitime? Royal? Selon l'ordre de succession, oui. Ce n'est pas un roi, Imbre, c'est un petit prince trop gâté, il ne changera jamais. J'ai autant de sang lois-voyant dans les veines que lui. Et tu pourras en dire autant de l'enfant de Kétriken, le moment venu. Vois-tu quel périlleux chemin nous empruntons quand nous outrepassons notre rang? Toi et moi avons juré allégeance à la lignée des lois-voyants, dont nous ne sommes que des pousses adventices. Pas seulement au roi subtil, ni à un roi avisé. Nous avons juré de soutenir le roi légitime de la lignée des lois-voyants, même s'il s'agit de royal. Vous serviriez royal? J'ai vu des princes plus stupides que lui acquérir de la sagesse avec l'âge. La voie où tu t'engages nous mène à la guerre civile. Auge et Labour n'ont aucun intérêt à ce qu'éclate une guerre. Ils se diront bon débarras et laisseront les duchés côtiers aller leur chemin. Royal l'a toujours dit. Et il le pense sans doute.
Mais quand il s'apercevra qu'il ne peut plus acheter de soie fine et que les vins de Terrillville et d'au-delà ne remontent plus la serre jusqu'à ses papilles, il changera d'avis. Il a besoin de ces cités portuaires, et il viendra les récupérer. Que faire alors? Qu'aurais-je dû faire? Imbre s'assit en face de moi et serra ses mains tavelées entre ses vieux genoux osseux. Je l'ignore. Brondy est effectivement aux abois. Si tu l'avais repoussé avec hauteur et accusé de trahison, ma foi, peut-être ne se serait-il pas débarrassé de toi. Mais n'oublie pas qu'il s'est occupé rapidement et sans hésitation de Virilia dès qu'elle a représenté une menace pour lui. Tout cela dépasse les capacités d'un vieil assassin. Il nous faut un roi. En effet. Serais-tu capable d'artiser à nouveau vérité? J'ai peur de le tenter. Je ne sais comment nous garder de Justin et de Sereine. Et de Guillot. Je soupirai. Néanmoins, j'essayerai. S'ils interceptent mon art, vérité s'en rendra sûrement compte. Une autre pensée me vint. Imbre, demain soir, quand vous amènerez Kitriken, trouvez quelques instants pour lui dire ce qui s'est passé et l'assurer de ma fidélité. Tu crois que ce genre de nouvelles la rassurerait au moment où elle s'échappe pour gagner les montagnes? Non, pas demain soir. Je veillerai à ce qu'elle soit mise au courant, une fois en sécurité. Quant à toi, tu dois essayer de contacter Vérité. Mais fais attention que nul n'espionne ton art. Es-tu certain qu'il ne se doute pas de nos plans? Je ne pus que secouer la tête. Mais je pense qu'ils ne savent rien. J'avais déjà tout dit à Vérité quand il a senti que quelqu'un essayait soudain de nous espionner. Tu aurais dû tuer Justin, je crois, grommela Imbre. Puis il éclata de rire devant mon air outré. Non, non, garde ton calme. Je ne vais pas te reprocher de t'en être abstenu. J'aurais souhaité que tu fasses preuve d'autant de prudence face au plan de Brondy. La moindre bribe de votre entretien suffirait à Royal pour te faire étirer le col. Et, s'il était assez impitoyable et stupide, à vouloir prendre ses ducs aussi. Non, n'y pensons même pas. Les couloirs de Castelcerre seraient éclaboussés de sang avant que tout soit fini. Dommage que tu n'aies pas trouvé le moyen de détourner la conversation avant qu'il te fasse sa proposition. Sauf, comme tu l'as dit, qu'ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Enfin, on ne peut pas mettre une vieille tête sur de jeunes épaules. Malheureusement. Royal, lui, pourrait facilement faire sauter ta jeune tête de tes jeunes épaules. Il s'agenouilla pour ajouter une bûche sur le feu. Puis il soupira. Tout le reste est-il prêt? Demanda-t-il à brûle-pourpoint. Je n'étais que trop heureux de changer de sujet de conversation. Autant qu'il est possible. Burich nous attendra dans le taillis d'Aulne, là où le renardier avait sa tanière. Imbre leva les yeux au ciel. Et comment vais-je trouver le chemin? Je dois me renseigner auprès d'un renardier de passage? Je souris involontairement. Presque. Par où sortirez-vous du château? Il garda le silence un moment. Le vieux matois hésitait encore à livrer ses petits secrets. Enfin il dit. Par le magasin à grains, le troisième, en revenant des écuries. Je hochai lentement la tête. Un loup gris vous y retrouvera. Suivez-le sans bruit, et il vous montrera comment sortir des murs de Castelcerre sans passer par les portes. Un long moment, Imbre resta à me dévisager. J'attendis une condamnation, un regard de dégoût, même de curiosité. Mais le vieil assassin s'était entraîné depuis trop longtemps à dissimuler ses sentiments. Il finit par déclarer. Nous serions fous de ne pas employer toutes les armes à notre disposition. Est-il dangereux pour nous? Pas plus que moi. Inutile de porter de la mort au loup, de lui offrir du mouton pour l'amadouer. Je connaissais les vieilles histoires aussi bien qu'Imbre. Outrez-vous, tout simplement, et il viendra vous y guider. Il vous fera franchir les murailles et vous mènera jusqu'au taillis où Burich attendra avec les chevaux. Le chemin est-il long? Je savais qu'il songeait au roi. Pas trop, mais un peu quand même. Et la neige est épaisse, et elle n'est pas tassée. Passer la brèche du mur ne sera pas facile, mais c'est réalisable. Je pourrais demander à Burich de vous y attendre plus tôt qu'au taillis, mais je préfère ne pas attirer l'attention. Le fou pourrait peut-être vous aider. Ce sera indispensable, tel que ça se présente, mais je ne tiens pas à impliquer d'autres personnes dans cette affaire. Notre position semble devenir de plus en plus intenable. Je courbai la tête.
C'était vrai. Et vous demandai-je. J'ai terminé ce que j'avais à faire en avance. Le fou y a participé. Il a dérobé des vêtements et de l'argent pour le voyage de son roi. De mauvais gré, Subtil a donné son accord pour notre plan. Mais il sait qu'il est avisé. Mais l'idée le révolte. Malgré tout, Fitz, Royal est son fils, son petit dernier, et son préféré. Il a eu beau faire les frais de son absence de cœur, il a encore du mal à concevoir que le prince menace sa vie. Il est dans une impasse. S'avouer que Royal est prêt à se tourner contre lui revient à s'avouer qu'il l'a mal jugé. S'enfuir de Castelcerre est encore pire, car c'est reconnaître non seulement que Royal est prêt à le menacer, mais aussi qu'il n'y a pas d'autre solution que la fuite. Or, notre roi n'a jamais été un lâche. Il est humilié de devoir se sauver devant quelqu'un qui, plus que tous les autres, devrait lui être fidèle. Pourtant, c'est nécessaire, et j'ai réussi à l'en convaincre. Surtout, je dois l'admettre, en insistant sur le fait que, sans son accord, l'enfant de Ketriken n'a que peu de chances de monter un jour sur le trône. Imbre soupira. Je ne puis rien faire de mieux. J'ai préparé les médications, et tout est bien empaqueté. Le fou accepte-t-il l'idée qu'il ne peut accompagner son roi? Imbre se massa le front. Il compte le suivre à quelques jours de distance. Je n'ai pas pu le dissuader complètement. J'ai seulement obtenu qu'ils voyagent séparément. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver le moyen d'évacuer les témoins de la chambre du roi, et vous, à l'enlever. Eh oui, observa Imbre d'un ton sans joie. Tout est arrangé, prêt à être exécuté, sauf le principal. Nous nous plongeâmes dans la contemplation du feu.